Fusil à un coup. Commençons par la version la plus simple, le fusil à un coup. Ici, tout est on ne peut plus basique. Un seul canon, une seule cartouche, un seul coup de feu. Après cela, le tireur doit ouvrir l'arme à la main, extraire la douille et charger une nouvelle cartouche. Cette construction est on ne peut plus simple, bon marché et fiable, mais son principal défaut est évident. L'arme doit être rechargée après chaque coup de feu. C'est justement pour cette raison que ces fusils sont souvent utilisés pour former les débutants. Comme il n'y a qu'une seule cartouche disponible, le tireur est contraint de viser plus soigneusement. De nombreux modèles coûtent moins de 100 $. Ce qui est curieux, c'est que le mécanisme à bascule lui-même n'a presque pas changé depuis 200 ans. Les fusils à un coup bon marché d'aujourd'hui fonctionnent exactement selon le même principe que les fusils du siècle avant-dernier. Fusil à deux canons. Le développement logique de cette idée a donné le fusil à deux canons. Le principe de chargement est le même. L'arme se casse en deux et les cartouches sont insérées à la main. Mais il y a désormais deux canons, ce qui veut dire aussi deux coups de feu disponibles avant le rechargement. Les canons peuvent être placés soit côte à côte, soit l'un au-dessus de l'autre. Et sur certains modèles, chaque canon dispose de sa propre détente. C'est l'un des plus anciens types de fusil de chasse. Sa construction est connue depuis le XVIIIe siècle, et les modèles haut de gamme, comme le Krieghoff K80, peuvent coûter plus de 10 000 $. Mais ici aussi, la limite reste la même. Dès que les deux cartouches sont utilisées, l'arme doit de nouveau être cassée à la main. Sur de nombreux modèles, chaque canon possède son propre percuteur et sa propre détente. Il s'agit en réalité de deux fusils indépendants réunis dans un seul corps. Fusil à verrou. Pour accélérer le rechargement sans avoir à casser le canon, le fusil à verrou a été mis au point. Il fonctionne de la même façon qu'une carabine à verrou. Le tireur soulève et tire le verrou vers l'arrière à la main pour éjecter la douille tirée, puis le pousse vers l'avant pour introduire une nouvelle cartouche depuis un chargeur boîte ou un magasin interne. Ces fusils étaient particulièrement répandus à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle chez les fermiers et les chasseurs. En matière de fiabilité, ils ne sont surpassés que par les modèles à bascule, mais le rechargement lui-même exige toujours une manipulation manuelle du verrou à chaque coup de feu. Le mécanisme à verrou est passé dans les fusils de chasse directement depuis les carabines, et c'est aujourd'hui sans doute le geste le plus reconnaissable du cinéma et des jeux vidéo, même pour ceux qui n'ont jamais tenu une arme entre les mains. Fusil à levier. Une solution alternative a été le fusil à levier. Au lieu d'un verrou, on utilise ici un grand levier métallique placé sous la crosse. Le tireur l'abaisse puis le ramène en place. Et ce seul mouvement éjecte la douille tout en amenant une nouvelle cartouche depuis le magasin tubulaire situé sous le canon. Cette construction était particulièrement populaire à la fin du XIXe siècle, et elle est devenue célèbre grâce au western. C'est le Winchester modèle 1887 à levier qui a rendu ce type reconnaissable. Et plus tard, Arnold Schwarzenegger l'a utilisé lui aussi dans Terminator 2. Le principal inconvénient est que le levier exige une amplitude de mouvement importante, ce qui rend l'arme peu pratique dans un espace restreint. Un fait curieux. Pour que le Winchester 1887 dans Terminator 2 puisse être réarmé d'une seule main avec ce geste spectaculaire propre au cinéma, des armuriers ont spécialement modifié son mécanisme. Dans sa version originale du XIXe siècle, il était tout simplement impossible de recharger l'arme aussi vite. Fusil à pompe. Une solution plus compacte, tout en restant tout aussi fiable, s'est révélée être le fusil à pompe. Au lieu d'un levier, on utilise ici un garde-main coulissant sous le canon, le tireur le fait aller vers l'arrière puis vers l'avant, et chaque cycle éjecte à la fois la douille tirée et introduit une nouvelle cartouche depuis le magasin tubulaire. La simplicité de cette construction est son principal atout. Moins il y a de pièces mobiles, moins il y a de raisons de tomber en panne. C'est pourquoi les fusils à pompe restent fiables même dans la boue, sous la pluie ou par grand froid. Certains exemplaires du début du XXe siècle fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Et des modèles comme le Remington 870 et le Mossberg 500 sont devenus une sorte de référence pour ce type d'arme. Un fait amusant, le bruit métallique caractéristique de l'armement de la pompe est devenu si reconnaissable dans la culture populaire qu'on l'ajoute souvent aux films et aux jeux vidéo comme effet sonore à part entière, même dans des scènes où personne à l'écran ne recharge réellement l'arme. Fusil semi-automatique.
L'étape suivante a été de se débarrasser de la nécessité de déplacer le garde-main à la main. Dans le fusil semi-automatique, le rechargement se fait automatiquement après chaque coup de feu, soit grâce à l'inertie du recul, soit en utilisant une partie des gaz de la poudre. Le tireur n'a plus qu'à appuyer sur la détente. Grâce à cela, la cadence de tir de fusil comme le Benelli M4 ou le Beretta 1301 n'est pratiquement limitée que par la vitesse de réaction du tireur lui-même. Le revers de cette commodité est une exigence accrue quant à la qualité des cartouches et à la propreté du mécanisme. Si l'un de ces points n'est pas respecté, l'arme peut faire un raté. Un fait intéressant, le premier fusil semi-automatique véritablement réussi, le Browning Auto 5, a été conçu dès 1898 et est resté en production pendant près de 100 ans, jusqu'en 1998. Un cas rare où la construction d'une arme n'a presque pas changé pendant tout un siècle. Fusil automatique. Le prolongement logique de cette automatisation a été le fusil entièrement automatique. Contrairement au semi-automatique, il suffit ici d'appuyer une seule fois sur la détente et de la maintenir enfoncée, l'arme tire alors en continu jusqu'à épuisement des cartouches. Le modèle A12, par exemple, est capable de tirer jusqu'à 300 coups par minute. Pour suivre une telle cadence de tir, ce type de fusil est généralement équipé de chargeurs boîte ou de tambours au lieu de magasins tubulaires, ce qui augmente nettement le poids de l'arme, allant souvent jusqu'à 4,5 kg, voire davantage. En raison de leur coût élevé et de restrictions légales strictes, ces armes restent presque exclusivement militaires ou expérimentales. Un fait révélateur, malgré une cadence de tir impressionnante, les fusils entièrement automatiques ne se sont jamais imposés massivement, même dans l'armée. Un recul trop puissant et un poids trop important les rendent peu pratiques pour un port prolongé et un tir précis en rafale. Fusil hybride. Le fusil hybride occupe une niche à part. Il combine les modes de fonctionnement semi-automatique et à pompe. Un sélecteur spécial situé sur le corps de l'arme permet au tireur de basculer entre les deux, si l'automatisme vient à faire défaut à cause de la saleté ou d'une cartouche de mauvaise qualité. On peut immédiatement passer en commande manuelle et continuer à tirer sans délai. C'est précisément cette fiabilité dans les situations critiques qui a rendu des modèles comme le Spas 12 et le Benelli M3 recherchés chez les militaires et les policiers. Le prix de cette polyvalence a été un coût plus élevé, un poids plus important et la nécessité d'une formation supplémentaire. Le tireur doit maîtriser aussi bien l'un que l'autre système. Ce qui est curieux, c'est que le Spas 12 est devenu l'un des fusils les plus reconnaissables du cinéma et des jeux vidéo. Alors qu'en réalité, relativement peu de ces modèles ont été produits, son image s'est révélée bien plus répandue que l'arme elle-même. Fusil à barillet. Le fusil à barillet occupe également une place à part. Il utilise, au lieu d'un magasin tubulaire ou d'un chargeur boîte, un barillet rotatif, exactement comme un revolver ordinaire, mais de taille agrandie. Certains modèles sont équipés d'un barillet basculant pour un rechargement rapide. D'autres exigent de charger chaque chambre à la main. Cette construction permet de loger jusqu'à 12 cartouches, mais elle augmente nettement le poids et l'encombrement de l'arme. C'est pourquoi les fusils à barillet, comme l'Armcell Striker ou le MTS 255 russe, ne sont jamais vraiment devenus des armes de masse et se rencontrent plus souvent comme pièces de collection. Un détail inhabituel, sur le MTS 255, le barillet n'est pas rond, mais hexagonal, une solution constructive rare que l'on ne retrouve presque sur aucun autre modèle d'arme de série. Fusil bullpup. La configuration bullpup propose une compacité d'un autre genre. Dans ce type de fusil, le magasin et le mécanisme principal sont placés derrière la détente et non devant elle, ce qui permet de réduire nettement la longueur totale de l'arme tout en conservant un canon de longueur normale. Grâce à cela, des modèles comme le Kel-Tec KSG et l'IWI Tavor TS12 sont particulièrement populaires dans le segment tactique et pour la défense du domicile. Ils sont plus faciles à manier dans des espaces restreints. Cette configuration a aussi une particularité. La fenêtre d'éjection des douilles se trouve près du visage du tireur. C'est pourquoi certains modèles portent un avertissement explicite de ne pas tirer depuis l'épaule gauche. Un fait révélateur. Le premier fusil bullpup produit en série, le High Standard Model 10, est apparu dès 1967, c'est-à-dire bien avant que la configuration bullpup ne devienne une tendance à la mode dans les armes à feu.
Fusil tactique. Le fusil tactique n'est pas conçu pour la chasse, mais pour un usage de combat, le travail des forces de l'ordre ou la défense du domicile. Il se distingue par un canon raccourci d'environ 35 à 50 cm, un magasin de plus grande capacité, généralement de 5 cartouches ou plus, alors que les modèles de chasse n'en contiennent que 2 à 4, ainsi que par un équipement supplémentaire, rails pour accessoires, lampes tactiques et crosses réglables. Des fusils comme le Mossberg 590A1 ou le Beretta A300 sont capables de tirer des munitions très variées, des chevrotines et des balles jusqu'aux cartouches d'assaut et moins létales, ce qui les rend adaptés à tout un éventail de missions, de l'enfoncement de portes au contrôle des émeutes. D'ailleurs, c'est justement à cause de l'une de ces missions que le nom de Riot Gun, fusil pour la répression des émeutes, est resté historiquement attaché au fusil tactique, un terme encore utilisé aujourd'hui dans certains pays. Fusil à canon scié. Il s'agit d'un fusil ordinaire dont le canon a littéralement été scié pour être raccourci. Cette modification rend l'arme plus compacte et plus légère, au point qu'elle peut être portée dissimulée, comme un pistolet. Mais cette compacité a un prix. En réduisant la longueur du canon, la vitesse initiale et la portée efficace chutent fortement. C'est pourquoi la plupart des pays imposent des restrictions strictes sur la longueur minimale du canon. Aux États-Unis, par exemple, elle ne peut pas être inférieure à 46 cm, et tout ce qui est plus court est déjà considéré comme illégal. Un fait historique, c'est justement à cause de l'usage massif des canons sciés par la criminalité au début du XXe siècle qu'en 1934, les États-Unis ont pour la première fois limité par une loi fédérale la longueur minimale du canon d'un fusil de chasse, une restriction qui s'applique encore aujourd'hui. Canardière. À l'autre extrémité du spectre se trouve la canardière, le plus grand type de fusil de chasse jamais créé. Certains exemplaires atteignaient 3 mètres de long, pesaient jusqu'à 45 kg et tiraient des cartouches artisanales d'un diamètre allant jusqu'à 5 cm. Une telle arme n'était pas destinée à être tirée depuis l'épaule. Elle était fixée directement sur 2 petites barques, appelées punt, et c'est le chasseur qui dirigeait le bateau lui-même vers la cible. Dans les circonstances les plus favorables, un seul coup de feu pouvait tuer d'un coup de 20 à 50 oiseaux. Et le recul était si puissant qu'il repoussait la barque de plusieurs mètres en arrière sur l'eau. En raison des dégâts considérables causés à la faune sauvage, les canardières ont fini par être interdites presque partout, et on ne peut plus les voir aujourd'hui que dans des musées ou des collections privées. Un fait curieux, la chasse à la canardière était un commerce si lucratif que les chasseurs achetaient ou louaient souvent des portions entières de rivière dans ce seul but, pour qu'aucun autre chasseur ne fasse s'envoler la troupe d'oiseaux avant eux. Fusil à chargement par la bouche. Le fusil à chargement par la bouche occupe une place à part dans cette histoire. C'est le type d'arme par lequel tout a en réalité commencé. Le chargement se faisait ici à la main et dans un ordre strict, on versait d'abord la poudre dans le canon, puis on plaçait une bourre, ensuite les plombs et enfin une seconde bourre. Une erreur à n'importe laquelle de ces étapes pouvait provoquer soit un raté, soit ce qu'on appelle un raté à retardement, un délai de plusieurs secondes entre la pression sur la détente et le coup de feu lui-même, ce qui rendait l'arme extrêmement dangereuse entre des mains inexpérimentées. Ces fusils ont été largement utilisés du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, d'abord avec des platines à mèche, puis à silex, et enfin à percussion, et ils étaient bien connus comme les armes des pirates. Même un tireur expérimenté ne parvenait pas à tirer plus d'1 à 3 coups par minute, un contraste colossal avec les fusils automatiques modernes, capables de tirer jusqu'à 300 coups dans le même laps de temps. Le terme même de raté à retardement, qui désigne ce délai dangereux entre la pression sur la détente et le départ réel du coup, a survécu jusqu'à nos jours et reste utilisé dans la terminologie des armuriers, même si, avec les cartouches modernes, ce phénomène est devenu extrêmement rare.